Chapitre 23, L. 2036. Le Premier ministre japonais est en visite au Venezuela. Les USA lancent une attaque préventive à 100 km des côtes du pays pour sommer les Japonais d'oublier leur projet de base militaire. Le lendemain, un dispositif nucléaire explose à Los Angeles. La Triasie est montrée du doigt sans preuve aucune. Le surlendemain, l'OTAN déclare la guerre à la Triasie. L'ONU demande d'attendre la fin de l'enquête onusienne. 2 jours plus tard, les principales villes triasiatiques sont visées par des têtes nucléaires américaines. La Chine envoie 250 MiG-3000 pour les intercepter et le ciel de la planète bleue se teinte de rouge. L'ONU négocie avec les Russes leur non-intervention. La Triasie propose un cessez-le-feu aux USA mais les pasteurs évangélistes attisent la haine manipulée de l'opinion publique américaine, laquelle soutient la position belliqueuse de la Fédération. Les 7 flottes américaines s'approchent des côtes asiatiques. La Triasie ouvre le feu nucléaire sur l'Amérique et voit ses missiles détruits par la couronne de Russie. Les autres pays de l'OTAN et le bloc russe s'engagent dans la guerre aux côtés des USA. L'ONU reste neutre, ce qui lui permet d'éviter un 3e conflit mondial sur son sol. Les drones et les armures mobiles russes attaquent la Triasie par le nord-est. Les armures mobiles air-sol japonaises Ichigoku entrent en action pour contrer cette offensive. Une autre attaque russe est lancée par le nord-ouest asiatique. Le double canon laser indien à ondes solaires polarisées, positionné au sommet du K2 et d'une portée de 1500 km, protège pour le moment la Triasie de l'entrée des troupes russes par le désert de Gobi ou par l'ex-Pakistan. Bien que sachant qu'elle ne gagnerait pas cette guerre, la Triasie tient ses positions le temps que les bases secrètes soient opérationnelles et que les dernières étapes du plan Marie-Thorez soient achevées. Le vaccin de semi-immortalité, qui aurait pu être une arme de propagation massive, n'est ni stable génétiquement, ni prêt dans des quantités industrielles et, du fait de la guerre, il serait quasiment impossible de l'administrer au peuple du monde. Le 13 août 2037, après la destruction des principales métropoles mondiales et la mort de plus de 7 milliards d'êtres humains, la Triasie capitule, l'ONU se plie aux exigences des vainqueurs et un nouvel ordre mondial, l'ODC, se met en place progressivement sous la direction du sage Joss et d'un groupe restreint de semi-immortels. Lucience venait de lire les 2e et 3e Comadies. Interloquée par sa découverte, elle resta pensive et pantoise. Je commence enfin à comprendre d'où nous venons. Je ne suis pas soulagée, j'ai froid, j'ai peur, je ne suis pas sûre d'avoir le courage d'affronter la destinée qui se présente. Elle ferma les yeux 30 secondes, prit une grande respiration, puis Gabriel Janus l'appela. Lucience, pourriez-vous venir? Je souhaite vous présenter à un ami très cher qui partage notre vision de la politique. Avec plaisir, sage Janus. Avant de détourner son regard des Comadies, elle aspirait au fond d'elle à faire toute la vérité sur son cas et sur celui du monde. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, cela ne me ressemblerait pas. Je ne peux pas m'être autant battu et voir sacrifier tant d'innocents pour renoncer aux devoirs qui m'affranchiront de l'esclavage. Peu m'importe le coût, je résoudrai cet arcane pour découvrir ma condition prochaine, je compléterai ma lecture des tables divines et percevrai l'essence de mes dons. Je chercherai le chemin de l'absolution et démasquerai l'ordre divin des Comadies. Lucience rejoignit Gabriel Janus, rencontra son soi-disant ami et diverses personnes très importantes au sein de l'ODC. Épisodiquement, entre toutes ces mondanités aussi futiles qu'hypocrites, elle saisit les moments opportuns pour poursuivre son décryptage des Comadies originelles. Trophée de guerre d'un ordre totalitaire, monument condescendant d'un clan qui se croyait à jamais omniscient, les 10 tables sacrées de la loi allèrent rendre au monde la justice qu'elles étaient censées lui confisquer.